Monsieur Boilat-Prof, bonjour. Bonjour. Alors, les marchés énergétiques s'emballent, la crise s'accentue, ça va s'aggraver encore davantage pour l'Europe, Monsieur Pror, qui a perdu quand même pendant toute cette période plus de 1000 milliards de dollars. Monsieur Pror. C'est une situation exceptionnelle pour l'Europe, indiscutablement. On pourrait même dire que l'Europe devient le grand malade. En fait, l'Europe n'a pas mesuré suffisamment ses vulnérabilités lorsqu'elle s'est engagée de manière active dans cette crise avec les sanctions et donc en se privant de la source russe. On ne peut pas se priver de 170 milliards de mètres cubes de gaz, de 4,5 millions de barils entre pétrole et produits raffinés, sans préparation et sans véritable plan B. Aujourd'hui, l'Europe est dans une situation extrêmement délicate, avec une inflation qui est de 10% pour l'Union européenne, avec les pays nord-européens qui traînent des inflations de 22%. L'inflation sur les coûts de production qui annonce l'inflation future est autour des 60%. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, et en même temps, la croissance ralentit. Donc, on rentre dans une situation de stagflation. Hein. On annonce une récession en Allemagne. Et, des sources officielles l'annoncent. La France, la Banque de France a un jugement mitigé, une récession ou une croissance de 0,5%. En tout cas, c'est pas suffisant. Avec un endettement de 3 000 milliards de dollars, et donc 120% du PIB. Donc c'est une situation extrême. En fait, la crise ukrainienne, c'est un choc exogène pour l'économie européenne qui était convalescente depuis la crise du Covid. Et la gestion même de la crise, en fait, on est depuis 2008, on est sur les mêmes lignes de fonctionnement, si vous voulez. C'est-à-dire le quantitative easing, la planche à billets, et on était dans la baisse des taux d'intérêt. Or, on est arrivé à une situation où l'inflation a surpris tout le monde, et pour juguler l'inflation, augmentation des taux directeurs, la Federal Bank américaine les pousse jusqu'à 4%, c'est un niveau historique. La Banque centrale européenne vient de les augmenter de 75 points jusqu'à donc de 2,5%. Tout ça, ça renchérit la dette. La dette sur 10 ans française est à 5%, ce qui est lourd. Est à 5%, oui, la dette italienne à 7%. Donc la situation est exceptionnellement tendue. Alors les mesures gouvernementales pour contenir la crise, donc le chèque énergie, etc., il faut bien les payer, et on les paye par l'endettement, donc, ou demain par les impôts, c'est-à-dire demain par les impôts. Donc, situation extrêmement tendue, oui. Mais quel est le pire scénario qui pourrait arriver à l'Europe? L'Europe qui procède à des délestages en plein hiver. L'Europe, c'est le grand déclin. Elle paye de plein fouet la crise ukrainienne. Elle n'a pas mesuré les conséquences, d'autant que la situation s'aggrave avec la volonté de l'Europe aujourd'hui de plafonner le gaz russe. Monsieur Pror. Bon, d'abord, en 3 secondes, plafonner le prix du gaz russe est une illusion. La Russie est déjà sur un autre modèle d'exportation. Vous savez, le barycentre pour la Russie, entre ces gisements sibériens et
l'Europe ou l'Asie, c'est pour elle quasiment la même chose. Donc elle est en train de se réorienter vers l'Asie. Hein. La Turquie qui saisit l'occasion pour se proposer comme un hub gazier. Donc le fameux gazoduc South Stream qui devait rejoindre la Bulgarie, etc., ayant été refusé par l'Union européenne, donc s'est tourné vers la Turquie, mais ce n'est néanmoins que 63 milliards de mètres cubes. On est loin des 170 milliards de mètres cubes, 40% de la demande européenne. Donc la solution est complètement... en fait, l'Europe agit dans le désordre alors que la Russie a une capacité de résilience qui a été sous-estimée. Elle a 300 milliards de dollars de réserves de change, elle a engrangé 150 milliards de dollars depuis le début de la crise, même si on lui en a piqué 300 milliards de dollars qui ont été gelés par l'Union européenne. Donc elle est dans une situation qui est gérable, d'accord. Donc en stratégie, nous savons tous que, si vous voulez, l'espace, on peut le dominer, d'une manière ou d'une autre. Mais le temps nous domine toujours. Or, les Européens n'ont pas le temps. Alors, construire des usines de regazéification, parce que compenser le gaz russe par du GNL, on peut le penser, il y a des capacités dans le monde, mais qui seront de toute façon plus chères que le gaz russe, d'accord, qui sont déjà plus chères, 4 fois plus chères, par exemple, le gaz américain. Mais personne ni aucun pays ne pourra soutenir aussi la crise européenne, puisqu'on a vu aujourd'hui le retrait de leurs partenaires aussi traditionnels. Les États-Unis, par exemple, Monsieur Prat. Oui, les États-Unis jouent leur propre jeu. C'est-à-dire que les États-Unis et les producteurs de gaz de schiste, il faut comprendre une chose. Le droit minier américain n'est pas un droit régalien comme dans le reste du monde, comme en Algérie. Si vous trouvez du gaz dans votre jardin, aux États-Unis, il vous appartient. D'accord. Donc les producteurs individuels cherchent leur intérêt. Pourquoi voulez-vous qu'ils se solidarisent avec l'Europe au nom de la crise ukrainienne, etc., etc., etc. C'est un discours que les Européens émettent, mais qui ne passe pas de l'autre côté de l'Atlantique. Donc le prix du gaz, plus les Européens seront ferrés comme un poisson, plus le prix du gaz va augmenter, indiscutablement. Maintenant, le temps, ils n'ont pas de capacité de regazéification, parce que le gaz, il faut le refroidir à moins 162 degrés. Ensuite, il faut son volume diminue de 600 fois. Et ensuite, quand il arrive au port, il faut le regazéifier. Donc, les capacités de regazéification en Europe ne sont pas suffisantes. L'Allemagne a loué des usines flottantes de regazéification, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et à l'arrivée, les entreprises tirent la langue parce que le prix de l'énergie a été multiplié, a grimpé de 300%. Et donc, les entreprises les plus énergivores sont les plus touchées. Mais les PME également, l'Allemagne par exemple est un pays de PME, de grandes entreprises indiscutablement, dans la chimie, dans la mécanique, etc., mais aussi de PME, et les entreprises menacent de se délocaliser, de prendre la fuite, d'aller s'installer aux États-Unis, et je dirais, pourquoi pas en Algérie. Et vous me tendez la perche pour vous poser la question sur l'Algérie. L'Algérie est un fournisseur fiable de l'avis de tous ses partenaires. Elle a toujours respecté, bien sûr, ses contrats. Faut-il aujourd'hui se déployer davantage pour avoir de plus grandes parts de marché? Monsieur Prat, puisque nous avons vu que la bataille énergétique est extrêmement dure actuellement. Chauffez, soyez là. Là, je vais insister sur une idée que je répète souvent. Aujourd'hui, l'Algérie a un alignement d'étoiles.
une fenêtre d'opportunité qui peut-être ne se représentera jamais. Peut-être jamais. D'accord? Jamais. C'est-à-dire que nous avons une Europe qui est en difficulté, qui a besoin pressant d'énergie. Les gars, ils leur disent ne restez pas trop longtemps sous la douche, on en est là, quoi. Et il y a le délestage aussi, Le coupure délestage, d'électricité. etc. Mais enfin, c'est Rationnement du carburant. complètement loufoque ce qui est en train de se passer là-bas. On n'aurait jamais imaginé il y a 2 ans. Jamais. C'est impensable. La facture énergétique, un boulanger n'arrive plus à... un boulanger ferme aujourd'hui, parce qu'il n'arrive plus à payer son énergie qui passe de 40, j'ai entendu, à 300. C'est-à-dire c'est un rapport incroyable. Donc l'Algérie doit saisir cette occasion. Moi, je ne vois pas mon pays. J'ai trop de respect et d'amour pour mon pays pour ne le voir que comme un exportateur de matières premières. Je vois mon pays comme un acteur énergétique d'abord, puisque nous avons la chance d'avoir un potentiel exceptionnel en énergie fossile, pétrole, gaz, qui sont découverts ou qui sont encore à découvrir, mais nous avons un potentiel. Mais nous avons surtout une compagnie nationale, nous avons un deuxième énergéticien à travers Sonelgaz, etc. Donc l'Algérie doit saisir cette occasion pour se redéployer. Le pouvoir de négociation de l'Algérie n'a jamais été aussi fort en matière énergétique. On les a vus tous défiler. Ils viennent tous pour le gaz. Ils viennent tous parce qu'ils comprennent que l'Algérie est une source fiable. Pendant la guerre, la décennie noire terroriste, il n'y a jamais eu de rupture d'approvisionnement. Et je le disais dans des conférences que je donnais en Europe et au Moyen-Orient et aux États-Unis. Nos gisements ne sont pas au bord de la mer. Nos gisements sont au Sahara. Nous avions 14 000 kilomètres de pipeline à l'époque, qui étaient sécurisés par Sonatrach et l'armée avec une coordination exceptionnelle. Aujourd'hui, nous avons 22 000 kilomètres de pipeline, pour tout dire. Donc, l'Algérie a du potentiel et a une image de fiabilité en tant que source. Ça, c'est indiscutable. Il faut exporter de l'électricité également, Maintenant, trouver les mécanismes de placer l'excédent de la production que nous avons depuis 2014 au niveau des marchés européens. Les Européens, qui sont demandeurs aujourd'hui de l'électricité pendant cet hiver. Aux experts européens, quand je les rencontre, ce que je leur dis, c'est que il y a eu une euphorie de l'abondance en matière d'énergie, en matière de gaz, avec la révolution des gaz de schiste, des pétroles de schiste, etc. Donc une espèce d'euphorie. Et on a déserté l'Algérie. Il y a eu aussi 2014 la crise pétrolière, etc. Donc on a déserté l'Algérie. Et aujourd'hui, les énergéticiens européens doivent venir investir avec nous pour développer les capacités qui répondront à leurs besoins. Mais quand je dis capacité, je parle au sens large, c'est-à-dire non seulement dans l'exploration-production, mais aussi dans les énergies vertes. Plus on développe les énergies vertes, plus nous libérerons une partie du gaz qui est adressé à la demande nationale vers l'exportation. Donc dans les deux cas, ils sont gagnants. Et venir investir avec nous dans la transition énergétique, ce n'est pas venir installer faire un desert tech, c'est impliquer les énergéticiens nationaux, les entreprises, les industriels nationaux dans la transition énergétique, c'est-à-dire fabriquer, rentrer dans la chaîne de valeur depuis le silicium jusqu'aux batteries lithium-ion, etc.,
pour devenir un leader de la transition énergétique. Alors, Monsieur Preur, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport au déploiement de l'Algérie dans le contexte de crise actuelle, puisque nous savons que la consommation de gaz naturel a diminué de 20,1% dans toute l'Union européenne. C'est l'occasion pour augmenter nos parts de marché. Il faut tout exploiter. C'est l'occasion propice pour développer aussi d'autres énergies et d'autres ressources, Monsieur Preur, avec des partenaires étrangers, puisque maintenant, leur volonté, c'est de se délocaliser parce qu'il y a une crise accrue. Et nous avons aussi des avantages comparatifs pour l'accès à l'énergie avec, bien sûr, le prix du gaz, qui est notre ressource naturelle. Bon, en fait, je préfère dire le gaz, c'est un facteur clé de succès. C'est un avantage comparatif, d'accord ? Qui est réel aujourd'hui. C'est un levier à partir duquel on peut avoir des ambitions stratégiques. OK. À partir de là, la stratégie, c'est aussi et surtout saisir les opportunités pour renforcer sa position concurrentielle. Bon, l'Algérie présente un certain nombre de facteurs clés de succès, la proximité géographique, le potentiel de ses réserves, sa fiabilité, donc son expertise. Il faut pas oublier que la première usine de liquéfaction dans le monde a été construite en Algérie. Et donc nous avons une expertise réelle. Donc dans ces conditions, et rajoutons aussi que la situation de l'Europe ne peut pas être traitée en 3 mois. On ne peut pas remplacer 170 milliards de mètres cubes de gaz en 3 mois. L'Europe va passer une période de crise plus ou moins sévère selon la rigueur ou non des hivers qu'elle va connaître. Cette crise va durer 3 ans au minimum. Le temps de construire des usines de regazéification, etc., etc. L'Algérie présente déjà l'avantage d'avoir des liaisons directes à travers des gazoducs transcontinentaux vers l'Europe, présente l'avantage d'avoir des capacités de liquéfaction qui sont déjà en place. Donc, il y a eu un désinvestissement dans l'amont algérien, dans les gisements. Bon, tout ça doit être remis à plat par les énergéticiens européens qui ont déserté l'Algérie. Maintenant, l'Algérie doit regarder l'avenir de manière, on va dire, offensive. C'est-à-dire que, premièrement, il s'agit... On est dans cette démarche actuellement, Monsieur Prat. Il s'agit de considérer nos avantages comparatifs, nos facteurs clés de succès, dont l'ensoleillement de notre pays, c'est-à-dire 3500 heures par an sur 86% du territoire national, le Sud, et 2650 heures pour le reste. Donc, chaque kilomètre carré peut produire de 2000 kilowattheures par an. Et on est en plein décembre, on a du soleil. Donc, l'Algérie représente une véritable solution. L'Algérie, selon l'expression que j'ai... Une pile à ciel ouvert. C'est une pile électrique à ciel ouvert. Donc, les Européens doivent venir avec des propositions de partenariat stratégique avec l'Algérie, qui engagent nos industries, qui engagent nos universités, qui engagent nos énergéticiens. Il ne faut pas que nous soyons seulement une source. Grand 1. Grand 2, l'industrie de la liquéfaction du gaz naturel va exploser. C'est-à-dire que la part dans les échanges gaziers va passer de 48% en 2030 à 56% en 2050. C'est vraiment l'industrie qui va porter les solutions en matière gazière. Or, nous avons l'expérience. Et là, je l'ai dit dans des conférences, je m'adresse aux décideurs. Il faut qu'il y ait il faut que l'Algérie profite de cette évolution exponentielle de la liquéfaction. Tous les procédés de liquéfaction sont opérés en Algérie. Nos ingénieurs savent opérer la chaîne gazière depuis le gisement jusqu'à l'usine de liquéfaction.
Donc nous devons construire des partenariats avec des détenteurs de procédés. Par exemple, EPCI Air Product est présent en Algérie, l'un des leaders de la liquéfaction. Et profiter de la révolution que va provoquer la liquéfaction du gaz naturel dans le monde. Maintenant, en Europe, effectivement, la question que vous posez est d'une très grande pertinence et je vous en remercie. Les entreprises européennes, toutes choses égales par ailleurs, ne peuvent plus rester en Europe si elles veulent rester compétitives. Parce que le coût de l'énergie est discriminant, est un facteur discriminant. Et déterminant à la fois. Justement. Et donc, qu'elles se délocalisent en Algérie, moi, je vais casser les tabous. Moi, je ne vois pas d'objection à louer pendant 99 ans un terrain à une entreprise qui va être approvisionnée aux batteries limites du terrain avec du gaz algérien. D'accord? C'est comme si j'exportais ce gaz. OK? Donc, des solutions innovantes pour attirer des investisseurs et pour nous placer dans la reconfiguration des chaînes de valeur industrielles mondiales qui est en train de se faire. Mais justement, par rapport à cette question, par rapport à ces partenariats stratégiques, on voit aujourd'hui que l'Europe regarde aussi du côté de l'Afrique, de très très près, particulièrement de l'Algérie. Il y a l'ENI, bien sûr, la compagnie italienne, qui mène une vive allure pour, bien sûr, s'approvisionner et devenir le hub. Le partenariat Algérie-Italie pourrait permettre d'augmenter justement ses capacités de part de marché. Avec le partenaire italien, même pour l'électricité, monsieur Preuve, puisqu'on parle éventuellement d'un câble entre l'Algérie et l'Italie, un câble sous-marin. Justement, bon, j'aborde beaucoup d'aspects de cette question, mais c'est vrai que je voudrais en souligner un particulièrement, notamment un. Le premier, c'était bien entendu que nous projetions sur des théâtres d'opérations extérieurs, que nos entreprises accèdent au client final en Europe, d'accord. Le second, c'est que des énergéticiens viennent chez nous. Engager avec nous de manière constructive, visionnaire et aussi, comment dirais-je, éthique, la transition énergétique. Donc, ce faisant, cela va libérer du gaz qui était adressé, du gaz produit en Algérie qui était adressé au marché national et qui pourrait être adressé au marché européen, mais aussi cela permettrait, à travers des câbles, d'approvisionner l'Europe en électricité. Maintenant, vous avez raison de préciser que le partenariat entre l'Algérie et l'Italie est un partenariat, on va dire, privilégié. Nous n'oublions pas nous n'oublions pas Enrico Mattei les relations historiques entre l'Algérie et l'Italie. Nous n'oublions pas que lorsque l'Algérie était en difficulté dans les années 90, l'Italie nous avait soutenus sur le plan financier avec en contrepartie d'engagement gazier indiscutablement. Donc, il y a un partenariat stratégique qui est déjà existant avec l'Italie. Donc, et l'Italie postule à être un hub gazier. Elle en a toutes les caractéristiques, puisqu'elle est liée à l'Europe continentale. Donc, elle peut aspirer le gaz africain. Elle peut recevoir, y compris aussi du gaz moyen-oriental. C'est 77... trillions de mètres cubes de réserves de gaz, donc ce n'est pas rien, le gaz qu'il y a au Moyen-Orient. Donc l'Italie est bien placée pour être un véritable hub gazier. Et l'Algérie... En partenariat avec l'Algérie. En partenariat avec l'Algérie. C'est-à-dire qu'il faut que l'Algérie soit ce que je dis. Quand je dis nous devons accéder au client final en Europe, c'est-à-dire que Sonatrach doit accéder au client final.
Ça ne veut pas dire qu'il y aura un drapeau Sonatrach sur les Champs-Élysées, ça, on n'en a rien à cirer. Mais que l'on soit présent à 33% avec minorité de blocage dans le capital d'énergéticiens, de telle sorte que nous puissions accueillir le gaz moyen-oriental, le gaz américain, etc. C'est-à-dire que ce ne sera plus une menace, mais une opportunité pour nous. D'accord ? On a les capacités actuellement de tout exploiter. Potentiel, que ce soit avec la France, qui est un allié, un partenaire donc important, puisque nous avons une communauté en France, nous avons des traditions de commerce avec la France, etc. Et avec l'Italie, qui a une ambition réelle stratégique de se déployer, de déployer un partenariat avec l'Algérie, tout ça, il faut le regarder de manière offensive et puis considérer que notre pouvoir de négociation est très fort. Ne pas sous-estimer notre pouvoir de négociation. Je disais qu'il y avait un alignement d'étoiles en faveur de l'Algérie, que ces questions de partenariat stratégique doivent être traitées au plus haut niveau de l'État, avec des choix stratégiques lourds. Parce que nous sommes dans la solution, nous ne sommes pas dans le problème pour l'Europe. D'accord ? L'Allemagne est un pays qui dépendait, son industrie dépendait à 47% du gaz russe. Comment elle va s'en sortir ? Il faut qu'elle trouve des solutions. Donc discuter avec l'Allemagne de solutions stratégiques. Et les solutions, je le dis, ce n'est pas dans les 3 jours que ça va se passer. Et l'Algérie, aujourd'hui, défend ses intérêts. La voix de l'Algérie est prise en compte, puisque pour la question du plafonnement des prix du gaz par l'UE, l'Algérie dit niet. C'est préserver nos intérêts aujourd'hui qui prime d'abord. Monsieur Preur. Le plafonnement, je considère que c'est une grossière plaisanterie. Le marché est un marché d'offreurs, ce n'est pas un marché de demandeurs. Ce n'est pas selon la guise des uns et des autres. Non, ce n'est pas les demandeurs qui définissent les règles du marché. Ça, c'est connu, c'est le b.a.-ba. Un étudiant de première année, un de mes étudiants de première année le sait. Lorsque c'est le marché est demandeur, c'est les acheteurs qui dictent les lois. Mais lorsque le marché, lorsque la situation s'inverse, c'est les offreurs qui dictent les lois. Ils disent, on plafonne les prix à $60 ou $75. Ils ont la générosité de penser même à $75. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, personne n'achète, personne ne vous vend le pétrole. Tranquille. Débrouillez-vous. Le problème, c'est que l'Europe est approvisionnée à hauteur de 10% par des sources gazières communautaires. Tout le reste vient de... Et elle n'a pas le pouvoir de négociation de l'Europe est complètement anéanti par son engagement un peu à la va-vite dans cette crise ukrainienne. Est-ce qu'on est dans une position de force actuellement pour pouvoir aussi négocier et défendre nos intérêts pour, bien sûr, que les énergéticiens viennent dans notre pays pour profiter aussi c'est-à-dire un pack technologique contre le gaz, c'est-à-dire on profite un peu de transfert de technologie, monsieur, dans tous les domaines, sans exception. C'est l'occasion. Puisqu'on a aussi simultanément adopté un nouveau code des investissements qui ouvre l'Algérie à l'international. Monsieur, nous avons un code des investissements qui est beaucoup plus attractif, indiscutablement. Qui ouvre l'Algérie à l'investissement étranger. Et au fait, c'est les circonstances qui font. C'est les circonstances. Donc on s'est adapté. Donc, c'est intelligent de notre part. En réalité, on ne vous donnera jamais que ce que vous demandez. Si vous demandez rien, on ne vous donne rien. Mais on peut apprendre. Mais si vous demandez beaucoup, on vous donne beaucoup. Donc jusqu'à présent, on ne demandait qu'à vendre notre gaz et notre pétrole. Là, on dit non, venez, vous investissez, vous partagez avec nous. On travaille sur des concepts d'intégration croisée. Vous participez au risque amont, exploration-production, et nous accédons aux marges aval.
c'est-à-dire le bout de la chaîne, zbda hadik li kaina. D'accord? Yani parce que la rente, elle se situe au niveau du client final, alors que le risque se situe au niveau du gisement. D'accord? Donc, premièrement, je veux accéder au client final. Deuxièmement, je veux j'ai les caractéristiques pour figurer parmi les leaders de la transition énergétique. J'ai les caractéristiques. Avec 2,5 millions de kilomètres carrés, avec l'ensoleillement que nous avons, nous pouvons basculer vers les énergies vertes de manière, si vous voulez, l'intermittence qui pénalise les Européens, parce que c'est une grossière plaisanterie, leur transition énergétique. On a idéologisé, dès lors qu'il y a des partis politiques qui s'en emparent, on idéologise. Mais à côté de chaque champ d'éoliennes, il y a une petite centrale à gaz ou à charbon, le pire. Hein. L'avantage avec nous, c'est que d'abord, nous avons un ensoleillement. La France, c'est entre 1100 et 1400 heures par an. Nous, c'est 3500 heures sur 86% d'un territoire de 2,5 millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas de la rigolade. D'accord? Donc, venir investir avec nous, mais ça veut dire engager l'université d'Adrar, l'université de Babzouar, de Ouergla, de la Roat, engager Sonatrach, engager Sonelgaz, engager les PME algériennes. C'est ça l'équation. Il faut renforcer les capacités de Sonatrach actuellement, Monsieur Probe, bien sûr en associant le privé qui pourrait aussi à la fois explorer les renouvelables. Il faut l'associer. Le privé a un rôle excessivement important dans cette configuration, parce qu'il est beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. L'État il n'est pas lié à des contraintes administratives. Voilà, très dures. donc il est capable de saisir. Donc Comme des marchés publics, par il faut lui donner l'opportunité d'exploiter cette agilité, cette flexibilité. Et de devenir un acteur aussi énergétique. L'État investit dans le long terme. Il y a des investissements. On ne peut pas charger le privé d'investir dans des milliards de dollars. Et les renouvelables ne figurent pas parmi les secteurs stratégiques de l'État. C'est le gaz et le pétrole. Les renouvelables, le gaz et le pétrole, mais toute la chaîne de valeur. Nous avons des ressources en silice. Vous savez que la Silicon Valley, c'est la vallée du silicium. C'est ça, la Silicon Valley. Donc avec le silice, nous pouvons fabriquer du silicium. Et le silicium sert à fabriquer des cellules photovoltaïques. Il sert aussi, c'est le point de départ de toute la filière électronique, les semi-conducteurs. Il faut associer tout le monde à cette démarche aujourd'hui. Il faut associer tout le monde. Il faut que l'État fasse appel à l'intelligence algérienne, qu'elle soit en Algérie ou qu'elle soit à l'étranger. C'est-à-dire que nous avons une expertise, je pense, je le dis souvent, la richesse renouvelable et la grande richesse de l'Algérie, c'est son intelligence et le patriotisme des Algériens. Et qu'ils vivent ou opèrent en Algérie ou à l'étranger. Nous avons des experts dans les meilleures universités, dans les entreprises d'excellence, etc., à l'étranger. Comme nous avons, j'ai vu dans des expos, la dernière Nos fois, ingénieurs sont sollicités par maintenant des compagnies du Moyen-Orient. J'ai assisté à la semaine scientifique nationale à l'université de Sétif. J'ai découvert ce que font nos universités du sud, du grand sud de l'Algérie, de l'est, de l'ouest, de Batna, de l'oued, de Ouergla, de la Roat, d'Adrar. Mais nous avons un potentiel qui ne demande qu'à éclore. Nous avons des jeunes, je suis moi-même enseignant à l'école supérieure des mathématiques. Nous avons des jeunes qui ne demandent que, et ça je voudrais insister si vous me le permettez. Rapidement, monsieur. Rapidement. C'est-à-dire qu'il faut que nous donnions, parce que je voulais le dire, nous donnions à nos jeunes des perspectives, l'espoir de s'épanouir. Je ne veux pas que les jeunes que je forme à l'école de mathématiques prennent ensuite le chemin du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient ou de l'Europe. Ils sont sollicités par les compagnies du Moyen-Orient. Ils vont le prendre, que ce soit les informaticiens ou autres, ou les polytechniciens, si vous ne leur offrez pas les conditions.
Or, lorsque je vois ce que fait le ministère des startups, je ne sais pas comment il s'appelle, le ministère de la petite, c'est un effort intéressant. Et il faut Avec aller encore plus loin. l'auto-entrepreneuriat, le décret qui a été signé avant-hier par le président de la République. Il faut aller plus loin. Il faut des venture capital, des sociétés de capital risque. Microsoft, Bill Gates, c'était pas comme ça. C'était une société qui a financé 1000 projets comme ceux de Bill Gates. Il y en a eu 2 ou 3 qui ont réussi. Les autres se sont cassés la figure. Mais parmi les 2 ou 3, vous aviez eu Bill Gates, vous avez eu Steve Jobs, etc. C'est-à-dire que les sociétés de venture capital, de capital risque, sont essentielles. Et donner la chance à nos jeunes et surtout nos cadres, nos chefs d'entreprise. Oublions cette histoire de pénalisation de l'acte de gestion. Il faut qu'un chef d'entreprise prenne des risques. Il faut lui permettre de prendre des risques et de se casser la figure et de reprendre, etc. Comme cela se fait dans tous les pays du monde. Comme cela se fait dans tous les pays du monde. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette crise aussi du carburant. Nous avons parlé de l'électricité. L'Algérie pourrait aussi exporter son électricité vers l'Europe puisque nous avons un excédent. Et la tentative avait été engagée à l'époque, en 2012, par M. Bouterfa. Et on rencontré des difficultés, des barrières, parce qu'il y avait à l'époque encore l'enjeu nucléaire qui avait empêché l'accès au marché européen de l'électricité. Alors, par rapport au carburant, nous avons vu aussi les Européens se balader avec des jerrycans pour pouvoir les remplir au niveau des stations de carburant. Oui, les choses se retournent dans l'autre sens. Est-ce que, par exemple, l'Aftal pourrait aussi se déployer en Europe, Monsieur Prop, puisque vous avez en Europe plusieurs compagnies qui sont présentes pour, bien sûr, commercialiser le carburant? Il faut s'ouvrir. On a eu des cas Q8, les Koweïtiens, Q8 en Italie, etc. L'intégration vers l'aval, les Européens sont dans une situation un peu compliquée parce qu'ils ont fermé leurs raffineries, considérant que c'était polluant, et ils importent des produits raffinés. Bon, donc oui, nous devons nous déployer vers l'aval, mais j'insiste... Allez, en Europe et en Afrique, parce que c'est en Europe et en Afrique aussi, nous devons... Oui, installer des stations Naftal partout en Afrique, on en a les capacités. Mais j'insiste, quand vous avez 100 à investir, si vous arrivez à investir 100 dans 3 sociétés européennes avec 33% chacune et une minorité de blocage dans chacune, vous avez décuplé votre puissance, la puissance de l'État algérien. Voilà. Et les possibilités de notre industrie. C'est-à-dire que si vous êtes présent sur le conseil d'administration d'une entreprise, vous pouvez lui dicter les règles. On est en position de force actuellement. Il faut l'exploiter. Quand c'est le contraire, ils l'exploitent eux-mêmes également. Quelle est l'équation pour la vraie relance économique et surtout, comment se protéger également contre d'éventuelles crises? Monsieur Preur, rapidement sur la question de l'auditeur. Naftal, c'était aussi la question de l'auditeur. La question, c'est d'abord, il faut découpler la croissance économique avec l'exportation des hydrocarbures. C'est une situation inacceptable. L'Algérien mérite mieux que ça. Il faut diversifier l'économie, il faut qu'il y ait une politique de l'offre, une politique de l'investissement. Pour l'instant que nous avons une embellie financière, il faut qu'il y ait un fonds souverain national pour soutenir l'investissement en Algérie. Et non pas la consommation. Et un fonds souverain en international pour soutenir l'investissement à l'étranger. Monsieur Mourad Preur, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.